Alors, nous revenons sur l'actualité politique de la semaine, à commencer par cette annonce faite hier par le premier ministre Trudeau de donner un congé de taxes, un congé de la TPS sur certains produits de base pendant 2 mois à compter du 14 décembre. Alors, cette mesure est assortie d'un chèque de 250 $ qui, lui, sera envoyé au printemps aux travailleurs qui ont gagné moins de 150 000 $. Cette mesure, évidemment, devra faire l'objet d'un vote à la Chambre des communes. Le gouvernement encourage maintenant les provinces à faire la même chose, mais aujourd'hui, le Québec a dit qu'il n'allait pas cesser de prélever sa taxe à moins d'être compensé par le fédéral. Alors, je joins, pour parler de tout ça, notre panel de stratèges, Christine Saint-Pierre, Rodolphe Husny, Gilles Duceppe et Farouk Karim. Alors, bonjour à vous 4. Bonjour. On se rend compte dans tout ça, dans cette annonce qui a été faite, que les provinces n'ont pas été nécessairement contactées, qu'on n'en a pas parlé nécessairement aux provinces, aux détaillants non plus, semble-t-il. Alors, est-ce que tout ce monde-là aurait dû être avisé avant que ça soit annoncé? Je commence avec vous, Christine, tiens. Tout à fait. Et en même temps, ça fait improvisation. Et moi, je vois beaucoup de cynisme là-dedans. On voit qu'il y a une panique au sein du gouvernement de M. Trudeau. Et là, on cherche comment changer le discours autour de la dinde de Noël. Là. Alors, c'est ça que les politiciens veulent. Rendus à Noël, ils veulent que les gens discutent de politique, mais de la bonne façon. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière journalistique, carrière politique, quelque chose comme ça. Enlever la taxe sur de la bière, sur des chips, sur des canapés, c'est absolument, je dirais, renversant. Et encore plus renversant, les 250 $ à des gens qui vont gagner 150 000, qui vont avoir 250 $, c'est aberrant et ça vient creuser le déficit. Si on est en surplus budgétaire, je dirais, bon, ben, on essaie de donner des petits cadeaux, mais on est loin d'être en surplus budgétaire. Le déficit pourrait atteindre 50 milliards de dollars. Alors, on envoie des cadeaux, on envoie des nananes à des gens, à des contribuables qui payent eux-mêmes, puis on creuse le déficit. Farouk, est-ce que c'est donc déraisonnable, cette mesure-là? La plupart des économistes que j'ai vus depuis l'annonce pensent que l'argent pourrait être mieux investi ailleurs pour mieux aider l'économie. Maintenant, on ne parle pas juste d'économie, on parle de politique. M. Trudeau, manifestement, veut aider le plus de monde possible. Il veut que ça paraisse. Donc, c'est ça qu'il fait. Par contre, et on le souligne, le cynisme et les gens, le petit cadeau préélectoral, les gens le voient très bien. M. Trudeau était un peu accolé au mur. Même son caucus, on le sait, lui demandait des mesures pour répondre à M. Poilievre. Il va de l'avant avec une mesure. Au moins, on parle du coût de la vie, qui est le sujet sur lequel il faudrait mettre du temps. Donc, le gouvernement vise bien. Par contre, étant donné qu'il a pris tant de temps avant de répondre et que ça sent l'improvisation, je crois que les gens le perçoivent comme un peu décousu comme mesure, surtout avec les plaintes des provinces. Gilles, est-ce qu'on distribue les bonbons pour aller chercher des votes? Je pense que c'est Dimitri Soudas qui a mieux résumé ça hier. Il a dit que c'est pas une politique pour aider le pouvoir d'achat, c'est une politique pour aider l'achat du pouvoir. Et c'est exactement ça que M. Trudeau fait, parce que quand on y pense, là, la TPS, les plus riches vont en profiter beaucoup plus que les plus pauvres. Hein? Un repas dans un grand restaurant, ils vont sauver une trentaine de dollars. C'est pas la même chose sur un hot dog. Là. Les députés vont avoir le droit aux 250 $. Les retraités et les gens sur le bien-être social n'y auront pas droit. Oui. Donc, c'est pas une politique du tout pour aider ceux qui en ont le plus besoin, mais bien au contraire, tenter d'aller collecter les votes, donc l'achat du pouvoir. Les personnes âgées non plus, ils n'auront pas droit, là, ce sera seulement les travailleurs. Rodolphe, que pensez de cette mesure? Ils perdent de l'argent, là, parce que la TVQ venait après l'application de la TPS. Bon, alors... Qu'est-ce qui arrive dans une province où c'est le fédéral qui collecte les deux taxes? J'ai hâte de voir. C'est pas réglé, ça. Bon, on va y revenir, ça, à cette espèce de casse-tête-là. Rodolphe, que pensez de cette mesure-là, ce 250 $ envoyé aux travailleurs seulement et aux gens qui gagnent moins de 150 000 $? Christine l'a dit en début, 550 000 $, c'est beaucoup. Ben, c'est exactement ça. Vous savez, en politique, on a des fois de la difficulté à dire c'est quoi la classe moyenne. Mais en tout cas, on a eu une sacrée définition de la classe moyenne pour M. Trudeau parce que c'est 150 000 net
par personne. Donc, on va aider peut-être des revenus, des ménages de gens qui gagnent 300, 400 000 $. Ça veut dire, ça fait aucun sens. Puis écoutez, moi, je ne sais pas qui achète un arbre de Noël de 15 décembre, mais en tout cas, ça veut dire, il y a des trucs qui font pas de sens. Et surtout, les détaillants n'auront pas le temps comme ça d'ajuster toutes les qu'est-ce qui est taxable, qu'est-ce qui n'est pas taxable. Ça va être tout un casse-tête pour des mesures qui vont profiter à des millionnaires. Dans une période où les détaillants sont déjà très occupés. Gilles, vous avez ouvert la porte. J'aimerais vous entendre là-dessus à nouveau sur cette espèce de casse-tête. Comment ça va se passer avec les provinces? Au Québec, c'est Québec qui collecte les deux taxes. Donc, Québec ne collectera pas la TPS, mais la TVQ s'appliquait, exemple, sur si c'est un achat de 100 $, la TVQ s'appliquait sur 105 $, le 5 % de la TPS. Dorénavant, il va s'appliquer sur le 100 $, donc une perte de revenus pour le Québec. Dans les autres provinces, toutes les autres, je crois, c'est toute réserve, là, c'est le fédéral qui collecte les deux taxes. Donc, comment va-t-il agir? Va-t-il cesser de collecter les deux taxes? On a entendu M. Ford aujourd'hui s'interroger sur ça. Et ça, c'est très inquiétant. Ça, c'est encore plus de perte d'argent pour les autres provinces. Bon, d'autant plus qu'il faudra faire adopter ces mesures-là. Dans le climat actuel, c'est pas évident. Christine, j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment ça risque de se passer à la Chambre des communes? Parce qu'on est toujours en pleine paralysie, là. Bien, le NPD avait l'air très heureux hier de cette annonce. Alors, possiblement qu'il va pouvoir y avoir peut-être une façon de rouvrir la Chambre, passer cette mesure, puis après ça, bon, ça pourrait continuer. Mais ce qu'il essaie de faire, M. Trudeau, c'est de mettre un peu au pied du mur M. Poilievre. Et je pense que ça fonctionnera pas parce que M. Poilievre, son idée, lui, c'est la TPS sur les logements neufs de moins de, je pense, c'est 1 500 000 $. Alors ça peut être intéressant. Mais là, qu'est-ce que les conservateurs vont faire? Si jamais ils arrivent à voter cette mesure, ils vont dire que pour eux, c'est une mesure qui est électoraliste, puis ils vont avoir raison. Puis M. Poilievre l'a dit hier, que M. Trudeau est désespéré et il faut que... Pour M. Trudeau, c'est la façon d'aller chercher des votes, mais moi, je doute que ça fonctionne. Ça fonctionnera pas. Les électeurs ne sont pas idiots à temps plein. Là. Ils sont pas naïfs, ils sont capables de voir le jeu derrière ça. Là. Moi, je trouve ça, je vous avoue là, que ça m'a beaucoup, beaucoup déçu. Bon, ça ne risque pas de se traduire par des votes, Rodolphe? Non, moi, en tout cas, je ne le pense pas, parce que on a 40 milliards de déficit, possiblement 46, 50 milliards de déficit, et ils veulent en rajouter encore 6 milliards. Écoutez, acheter les gens avec leur propre argent, ça ne fonctionne pas. Bon. Alors, écoutez, j'aimerais qu'on parle aussi d'un autre sujet. Cette semaine, Radio-Canada rapportait que le caucus conservateur était muselé, ni plus ni moins, par le bureau du chef, que M. Poilievre menait ses troupes d'une main de fer, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? Commençons par vous, Farouk. Oui, écoutez, moi j'ai un biais, je suis un ancien attaché de presse d'un bureau de chef. Fait que moi j'ai un biais favorable à la centralisation et à contrôler le message. Fait que je comprends très bien, la frustration des députés au caucus, et deux, pourquoi le bureau du chef de l'opposition agit ainsi. Monsieur Poilievre est à 20 points en haut dans les sondages. C'est important de maintenir une discipline de message pour pas attirer l'attention sur des sujets qu'on ne veut pas. Surtout aujourd'hui, à l'ère de la multiplication des médias, une déclaration d'un député à l'emporte-pièce peut faire déraper une journée, une semaine, voire un mois. Et donc, c'est pour ça que M. Poilievre utilise ces méthodes-là, qui sont des méthodes utilisées par tous les partis politiques, par tous les bureaux du chef, et que, la frustration des députés conservateurs, elle va être contenue tant aussi longtemps que les conservateurs sont à 20 points en haut dans les sondages. Maintenant, si ça baisse, ça va être une autre histoire. Gilles, discipline, il faut maintenir la discipline ou il faut laisser la liberté de parole? Moi, je pense que les deux vont ensemble. Les députés ont été élus sur la base d'une plateforme électorale. Il faut la respecter. Si on n'est plus d'accord, on quitte le parti. C'est ce qu'a fait Lucien Bouchard et d'autres en créant le Bloc québécois. D'autre part,
il y a des porte-paroles pour chacun des dossiers. Moi, si une question n'avait pas été discutée au caucus, quand il y avait les mêlées de presse, je disais aux journalistes, je vais consulter le porte-parole. Avant, ça plaisait pas toujours, mais il y avait un porte-parole, je le consultais, et je m'attendais par ailleurs à ce que le porte-parole me consulte aussi. Hein, ça se joue des deux côtés, ça. Et je disais souvent à des journalistes, si un collègue se mêle de votre dossier, allez-vous être content? La réponse est toujours non, il n'y a pas d'affaire, c'est pas son dossier. Et c'est la même chose aussi en politique. Et quand on me disait, vous devriez ouvrir vos débats à plus de gens, je leur demandais toujours, est-ce qu'on peut participer à votre table éditoriale? La réponse était toujours non. Donc, moi, je pense qu'il y a une discipline et une souplesse, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent. On est élu sur une plateforme, on doit la respecter. Si on n'est plus d'accord, on prend la décision qui s'impose. Et d'autre part, il faut toujours, comme chef, je l'ai été moi, consulter les porteurs de dossiers, mais l'inverse aussi, ne pas se mêler du dossier d'un autre, ce qui ne plaît pas, bien sûr. Rodolphe, est-ce que les partis devraient s'ouvrir davantage? Non, moi je pense pas. Je pense qu'il y a un forum où ils peuvent s'ouvrir et ils devraient avoir une liberté totale. C'est bien évidemment durant le caucus, les caucus qui arrivent les mercredis. Ensuite, par la suite, ça veut dire il faut une coordination du message. Il faut pas qu'un député contredise le chef. Il faut pas qu'un député contredise un autre député. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine forme de coordination ou de discipline du message. Mais je pense que ce qui est important, c'est que s'il y a des discussions, ben, c'est devant le caucus. Puis regardez, on peut faire un tout petit parallèle avec ce qui s'est passé au Québec et en tout cas avec Québec solidaire. Vous voyez Québec solidaire, tous les problèmes qu'ils ont, puis qu'ils n'arrivent même pas à rappeler leurs députés à l'ordre par les chefs. Je comprends tout à fait le Parti conservateur et tous les partis politiques de vouloir un tout petit peu coordonner et s'assurer que tout le monde parle d'une même voix. Christine, d'accord avec ça? Tout à fait, c'est comme un orchestre. Il faut que tout le monde, chacun joue sa partition et pour qu'on ait un bon spectacle. Alors, bon concert. Alors, je pense que Gilles a tout à fait raison. Puis moi, je me souviens très bien quand j'étais journaliste à Ottawa, Gilles était chef du Bloc québécois. Il avait la réputation d'être excessivement sévère avec ses députés. Je vais peut-être le faire sursauter, mais c'est la réputation qu'il avait. Alors, c'est important parce que Monsieur Poilievre, on l'a dit, est très haut dans les sondages. C'est pas le temps de faire, passez-moi l'expression, des sideshows, là. Et c'est pas le temps de venir gâcher une journée ou même 2 jours, 3 jours, une semaine, parce que ça peut, après ça, continuer à faire des dégâts. Alors moi, je pense qu'il a raison. Les députés qui se plaignent ne comprennent pas, je pense, leur travail. Leur travail, c'est de dire ce qu'ils ont à dire au caucus, ou d'aller le dire au chef, ou demander une rencontre avec le chef de cabinet. Et leur travail, c'est de travailler pour faire élire leur formation politique lors de la prochaine élection. Alors, s'ils ne comprennent pas ça, comme l'a si bien dit Gilles, qu'ils sortent de la cuisine, ils n'ont pas d'affaires là. Bon. Alors, parlant de dérapage, revenons, si vous voulez bien, sur l'affaire Randy Boissonneau. Est-ce que tout ça ne finit pas par atteindre la confiance du public, vraiment? Gilles, commençons par vous, si vous voulez bien. Moi, ce que je comprends pas, c'est que dans notre parti, tout au moins, puis je pense dans d'autres partis aussi, on enquêtait sur les gens qui posaient leur candidature. Et il est arrivé de trouver que des gens nous avaient menti. On disait, ce bien de valeur, voilà tes cartes, on te remet l'argent, tu ne seras pas candidat. Or, ce monsieur, on aurait pu enquêter puis réaliser, un, qu'il n'était pas autochtone. Deuxièmement, et ça sort passé selon moi, il s'identifiait comme journaliste. Il écrit des lettres ouvertes dans les journaux. Ça fait pas de lui un journaliste, ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai distribué la presse aux potes, là. J'étais pas journaliste. Hein? Me semble-t-il, je comprends pas que les libéraux aient pu laisser passer, sans enquête, un candidat comme lui. Ça a été facile à vérifier. Il n'a jamais écrit de texte, ni à Radio-Canada, ni dans le Journal des Affaires, sauf des lettres ouvertes. Donc, il a enquêté sur son passé autochtone. C'est inadmissible. Il devrait non seulement démissionner comme ministre, mais comme député aussi. C'est du mépris pour la population. Bon, alors, Faro, comment on en arrive là, justement? Comment on peut arriver à un tel dérapage? Est-ce que c'est pas ça qui crée une espèce de cynisme ambiant dans la population? Ah oui, clairement, c'est non seulement inadmissible, comme M. Duceppe le dit, moi je dirais même que c'est odieux, hein, étant donné le sujet dont on parle ici, c'est de se faire passer
pour un Autochtone avec tout ce qu'on sait qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a mis ces mesures en place justement pour les Autochtones, pour les aider? Et monsieur se fait passer pour obtenir des soi-disant des contrats, là, si je comprends bien le principe, là, avec une entreprise qui serait autochtone, sans l'être. Non, moi, c'est odieux. Et puis, évidemment que ça touche la confiance avec Monsieur Trudeau est identifié à cet tel trait. Il faut réparer les torts, c'est ce qui est très bien. Mais à un moment donné, les gens, quand ils voient l'hypocrisie de ce genre, le double sens, les gens ont déjà une mauvaise opinion des politiciens, ils s'en mènent plein les poches, etc., même si dans la très grande majorité, ce n'est pas le cas. Un exemple de la sorte, ça fait juste alimenter le cynisme. On rajoute à ça avec des chèques préélectoraux. Je veux dire, il n'y a rien pour ramener les gens vers la politique. Bon, Rodolphe, est-ce que M. Trudeau aurait dû réagir avant? Oui, moi je pense qu'il aurait dû déjà réagir vendredi quand ces premières informations sont sorties. Écoutez, il y avait une photo de lui qui s'identifiait à une photo du caucus libéral comme Première Nation. Donc écoutez, c'est tout un problème d'image, c'est tout un problème de confiance. M. Trudeau a parlé de la réconciliation depuis qu'il est Premier ministre. Ça envoie en tout cas tout un message négatif concernant toutes les actions qu'il a prises. Et je pense que le coup de grâce est vraiment venu de l'ancienne ministre libérale, Jody Wilson-Raybould, qui a dit on peut pas comme ça jouer avec la roue de la fortune sur ses origines ou quoi que ce soit en disant qu'on est autochtone ou on l'est pas. C'est une question sensible. Christine, vous avez le mot de la fin là-dessus. Moi, je trouve que c'est très décevant. Je le connais, Randy Boissonnault, et c'est un homme que je trouvais fort intéressant comme politicien, affable, ouvert aux autres. Et là, vraiment, ça vient comme changer complètement la perspective. Alors, ses électeurs sont certainement très déçus. Et moi, je pense qu'il doit vraiment quitter ses fonctions de député. Il n'est plus apte à siéger comme député. Alors, ce sera un dossier à suivre. Merci à vous quatre. Merci. Merci. Au revoir. Bonne semaine.